He steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 93e épisode du podcast. Thomas au micro et aujourd'hui je suis en compagnie de Franz et de Guillaume. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir Franz, bonsoir Thomas. Écoute, ça va bien, avec une belle victoire dans une division des plus relevées et des plus incertaines de la NFL. Salut les gars, salut tout le monde. Ouais, après une semaine où je l'avoue, j'étais un petit peu déprimé après la défaite contre les Saints. Malheureusement, j'étais pas là pendant que vous tourniez le podcast, mais c'était assez difficile pour moi de m'en relever. J'avoue avoir retrouvé un peu le sourire. Et oui, la division, je pense, Guillaume, tu as raison, est bien plus relevée qu'on ne le croit. Et on a l'étiquette de la division des nuls, de la division un peu ridicule, un peu loufoque, un peu clown de la NFL. Et je pense que on est en fait loin de la réalité. Ouais. Effectivement, comme vous le mentionnez tous deux, messieurs, on n'est pas la pire division cette année de la NFL. Hein. Le titre, ok, on a la troisième place, mais le titre cette saison revient à la NFC East et à la FC North qui prend la deuxième place avec tout juste 36% de victoires et 40% respectivement contre 43 chez nous. À noter chez nous, en fait, on a quand même un très bon équilibre en fait entre à peu près toutes les équipes et du coup, c'est ce qu'on a pu observer les semaines précédentes, c'est-à-dire qu'une équipe peut aller battre le premier de la division et se faire battre inversement par la moins bonne. Ouais, et puis alors si on est à peu près tous d'accord pour dire que la NFC West est la division la plus relevée, quand tu as 3 équipes à 11 victoires, c'est difficile de dire le contraire. Mais si tu regardes, une équipe, les Rams, ils ont perdu contre nous, donc c'est-à-dire qu'on est capable de les taper. Et ça reste une division où tout le monde peut battre tout le monde. Hein. Et ok, il y a des blessures sur les autres équipes. Il y a les Bengals, tu parlais de la FC Nord, ils ont joué sans Burrow pendant un moment. D'autres divisions aussi, d'autres équipes, pardon, avec les Commanders, je vais les appeler par leur ancien nom parce que je ne suis pas encore mis à jour. Mais voilà, ils sont sans leur QB aussi depuis un petit moment. Mais voilà, hein, les Falcons aussi, les Saints, ils ont probablement trouvé leur QB au moins pour la saison prochaine. Donc ouais, une division plus relevée que ce qui pourrait y paraître. Exactement, et ça nous fait un super lancement du coup vers le récap un peu de ce match-là. On vous rappelle, on avait perdu la semaine précédente contre les Saints sur le score de 20-17. Donc voilà, pour essayer de conserver un peu ses espoirs de playoff en vie, il fallait gagner impérativement contre ces Buccaneers. Enfin, impérativement, surtout aussi pour le moral, hein, très clairement. Le match avait bien commencé pour nous, belle avancée à la course de Jimmy Horn. On se fera finalement stopper et puis on termine le drive par un field goal. Mais bon premier drive pour se mettre dans le bain. Sur un des drives suivants, les Buccaneers scorent par l'intermédiaire de l'inévitable Mike Evans. Hein. Voilà, on avait un peu peur de lui avant le match. Il s'est montré présent quand même. Hein. On n'en doutait pas. Ensuite, on a une très belle avancée des Buccaneers. Là, par contre, on réussit à les stopper. Ils sont pas très loin de manquer le field goal. Ça passe tout juste à côté du poteau droit. Poteau gauche, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a réussi à avancer par l'intermédiaire, notamment d'une très belle réception de T-Mac. On est ensuite stoppé. Ce sera un field goal pour nous, ce qui porte le score à 10-6. Juste avant la mi-temps, on récupère le ballon. Très belle passe vers T-Mac, à peu près 25 yards. Il s'est bien détaché de son vis-à-vis, touchdown. On prend le lead juste avant la mi-temps, 13-10. Au retour des vestiaires, les Buccaneers marquent un touchdown à la course. On retrouve encore une fois ensuite T-Mac pour avancer un peu. Et une très belle échappée de Bryce Young qui évite un bon paquet de défenseurs de cette ligne défensive des Buccaneers pour aller trouver JT Sanders qui se retrouve tout seul dans la end zone. Les Bucks s'égalisent ensuite par l'intermédiaire d'un field goal. Ensuite, on a un drive où on a un peu peur, où il y a une très belle passe, une très belle réception de Beckham, mais stoppée finalement par la suite.
Et sur notre dernier drive offensif, on a une très grosse réception de Jalen Coker qui nous permet de bien avancer et de nous mettre en position quasiment instantanément pour tenter le field goal. On réussit pas à aller chercher le touchdown ou avancer plus que ça. On marque le field goal, score de 23-20, ce qui laisse malheureusement à peu près 2 minutes à l'horloge aux Buccaneers pour tenter le drive de la victoire. Ils réussissent à avancer, mais ils sont finalement stoppés par une interception de Baker Mayfield par Lassan Ransom. Messieurs, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est que, comme je mentionnais juste avant, on perd le match de la semaine précédente contre les Saints et on gagne celui-là. Est-ce que cette victoire ne rend pas, entre guillemets, cette défaite de la semaine précédente encore un tout petit peu plus amère ? Oui et non, j'ai envie de te dire. Oui, parce que elle a des grosses conséquences dans le sens où si tu avais pu faire le taf la semaine dernière, tu étais déjà qualifié en playoff. Donc ça t'offrait 2 semaines de répit, surtout pour nos petits cœurs qui, au bout d'une saison des Panthers, c'est assez difficile, comme vous en doutez. Donc c'est vrai qu'avoir 2 semaines de répit, ça aurait pas été du luxe. Mais surtout, c'était une victoire qui était devenue impérative. Tu le disais rapidement. S'il y avait eu défaite dimanche, je crois que les chances de qualification étaient quasi nulles en playoff. 4%. Ouais, on tombait à 4%, il me semble. Donc voilà, c'était vraiment victoire impérative, réaction impérative. Et oui, quand tu vois ce match, tu peux regretter surtout de ne pas avoir réussi à finir le précédent, parce qu'il y avait quand même 17-7 en fin de troisième quart, donc il y avait quand même un bon début, comme on l'avait dit. Mais voilà, l'équipe a su se relever. Et moi, ce qui me faisait peur, surtout après la défaite de la semaine dernière, c'était de redonner de la confiance à une équipe des Bucks qui, depuis 7 ou 8 semaines, en a plus beaucoup. Ils semblent vraiment être en totale spirale de défaite. Et là, tu les remettais dans le bain, quoi. Tu leur donnais la confiance. Ils savaient qu'ils avaient, entre guillemets, juste à gagner pour se qualifier. Et voilà, tu réussis à reprendre cet petit avantage psychologique. Donc sur cet aspect-là, moi, ça me rassure un petit peu. Tout est très justement dit. Je rajouterais juste que je pense pas qu'on soit l'équipe à qui ça fait du bien d'avoir des semaines de répit. Ces gamins-là ont besoin de jouer, ont besoin de jouer des matchs de haut niveau avec enjeu pour apprendre et pour progresser et pas avoir une surconfiance du travail déjà accompli. Donc je rajouterais ça dans le nom. Puis après, oui, bien sûr on peut être un peu frustré. Mais là, c'est moi qui vais avoir la casquette de Guillaume et je vais sortir la phrase de Guillaume. On est une équipe jeune et en fait, de ce fait, chaque semaine ne se ressemble pas. Et quand on voit que celui qui fait l'interception décisive aujourd'hui, c'est celui qui a fait le flag destructeur la semaine dernière. C'est le symbole même de ce que sont les Panthers aujourd'hui, un Lathan Ransom qui est plein de promesses et qui fait des erreurs de jeunesse, et c'est bien logique, et qui fait aussi des plays très bons et qui progressent. Voilà, c'est les Panthers aujourd'hui. Euh, donc frustration, oui, mais j'ai tweeté un truc qui m'a fait bien plaisir, une petite vidéo de l'état du Bank of America Stadium pendant ce match et l'ambiance qu'il y avait et des false starts qui ont été sifflés grâce au public. On n'a pas retrouvé ça depuis 2017 et ça fait vraiment plaisir. Et en fait, ça montre très bien que même s'il y a eu la frustration de la défaite de la semaine dernière, l'espoir était encore là, le public était là, et en fait, on est dans une nouvelle dynamique et on sent vraiment qu'il y a un nouveau chapitre qui démarre. Ouais, très clairement, comme tu le dis, voilà, le public a clairement été un acteur assez important aussi de ce match-là. Il a été salué également par notre cam national qui se fait des fois critique, à raison des fois de l'équipe, mais là il a été plutôt comment dire, j'ai pas le mot, Plein mais d'éloges, ouais. plutôt ouais, voilà, c'est ça, merci, exactement, très élogieux et voilà, ça s'est ressenti sur le match, un peu comme ce qu'on avait pu voir en début de saison contre les Falcons également à domicile, voilà.
Messieurs, je vous propose qu'on bascule un peu sur l'analyse un peu des différents acteurs de ce match. On peut peut-être attaquer, on va attaquer par l'attaque, hein. Voilà, pour continuer. Donc Bryce Young qui nous fait un bon match, hein, 21 sur 32, 191 yards de touchdown, quelques scrambles assez bien amenés, et surtout je l'ai trouvé très à l'aise, et surtout moi le play qui résume bien son match, hein, franchement c'est cette échappée, je trouve, pour aller chercher JT Sanders dans la end zone, quoi. Enfin, globalement, j'ai trouvé il y avait une assez bonne justesse, peut-être encore quelques erreurs à droite à gauche, mais globalement, un bon match de sa part. Ah, enfin, honnêtement, moi, bon match, c'est un euphémisme. Sur ce match-là, alors évidemment, les stats, elles sont pas incroyables parce que on a un style de jeu qui fait qu'on n'y a pas beaucoup de possession dans le match et que on n'est pas, c'est pas un quarterback, on l'a déjà dit plusieurs fois cette saison, Ouais, qui qui avance va avec faire 3 des 400 matchs yards. à 250, 300, 350 yards toutes les semaines. C'est pas Mhm. son style, c'est pas ce qu'on lui demande, mais Ce sont même pas les jeux dans appelés, hein. le compte. Donc, Non, c'est ça. Voilà, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas les Panthers. Donc on n'aura pas ça. Euh, mais sur le côté clutch, alors sur le dernier drive, bien sûr, encore une fois, mais surtout sur certaines actions, moi je trouve que c'est un des meilleurs matchs qu'il ait fait. Il y a cette action, effectivement, mahomesque, Ouais, c'est ouais, ouais. le qualificatif que j'ai utilisé moi Il marchait sur sur l'eau, le ouais. Discord durant le match, là, quand il évite ce sac, enfin moi je voyais déjà les trois défenseurs sur son dos, je voyais limite le fumble dans la foulée, quoi. Et il réussit à les éviter, il trouve son tight end tout seul dans la end zone. Il y a cette passe vers Coker, donc ça fait maintenant Mm. trois semaines de suite qu'il l'a fait, donc on commence à voir À qu'elle la est bien connu. maîtrisée. Et puis bah, ce touchdown sur Macmillan juste avant la mi-temps. Alors on peut parler du choix de coaching de Todd Bowles d'envoyer un blitz pour surprendre sur cette action-là. Mais à 12 secondes de la mi-temps, je pensais même qu'on allait taper le field goal et puis vraiment faire un petit play tranquille sans prendre de risques. Et j'ai été extrêmement surpris et content de voir qu'on jouait la end zone direct. Donc sur ce match-là, c'est une belle victoire et c'est une victoire où c'est Bryce Young qui va la chercher parce on va y revenir tout à l'heure. Il n'a pas forcément été aidé par le jeu au sol. On a dit beaucoup que Bryce Young était un quarterback qui avait besoin d'un jeu au sol pour performer. Eh bien, il vient de prouver sur ce match-là qu'il était capable de porter une équipe, même si les stats ne sont pas incroyables. ouais, il n'a pas été aidé par le jeu au sol, il n'a pas été aidé non plus par le temps de possession. On a encore un match où on a un temps de possession qui est bien plus faible que celui de l'adversaire, et ce qui demande une efficacité et pas de turnover. Ça fait 3 matchs d'affilée, je trouve que Bryce est impeccable, et qu'il est en train de progresser, pas seulement dans le jeu de football, mais également dans son contrôle. Il est en contrôle. Il est vraiment serein dans sa poche, alors que je trouve que la ligne offensive est en train de petit à petit se déliter. Alors on n'avait pas Ike Mekwanou dans ce match. J'étais pas là pour parler des Saints, mais j'ai trouvé la ligne offensive complètement à la rue contre les Saints, ce qui n'a pas du tout aidé Bryce. Je l'ai trouvé un tout petit peu meilleur là face aux Buccaneers, mais c'était pas ça non plus. Et lui, il a su attaquer la poche, bien se placer, savoir éviter quand il fallait éviter. Il a que 2 sacs sur ce match, ça aurait pu être bien pire. Vous parlez de ce play avec le scramble et le touchdown de JT Sanders qui est, si vous le mettez là comme étant le play qui définit ce match, c'est parce qu'en fait, il y a tout qui est dans ce play. Il y a sa capacité d'évitement et de sentir bien la pression, Mhm. à réattaquer la poche au bon moment, toujours avoir les yeux downfield. JT Sanders qui arrive quand même lui aussi à improviser. Donc il y a un peu tout dans ce play. Mais ça résume un tout petit peu le match offensivement. Donc Bryce, moi il m'a fait plaisir. C'est exactement ce que j'attends de Bryce Young, exactement ça. Et j'en entends pas Mhm. plus, pas plus, pas moins. Voilà, c'est vraiment un B+, ce genre de C'est le match. Voilà, standard. Ouais. c'est ce qu'on demande de lui chaque semaine. Et là, on va en parler. Il y a d'autres petits points qui vont pas. Et
et notamment le jeu à la course. Et Thomas, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que ce sont nos running backs qui n'étaient pas au niveau? Est-ce que c'est Canales qui appelle pas les bons plays au niveau de la course? Mais force est de constater qu'on avait dit qu'il fallait asseoir le jeu à la course pour mettre Bryce dans les bonnes conditions. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'on n'arrive pas à faire ça, et pourtant Bryce, il arrive à être correct. Bah, effectivement, ouais, très bonne question, hein, parce que comme tu le soulignes, il y a clairement encore eu un problème de course sur ce match-là. Enfin, pour moi, il y a quelque chose à voir, enfin, très clairement en termes de play calling, hein. On a deux running backs qui savent faire des choses, qui ont des capacités et qui sont très complémentaires. Sur ce match-là, on ne dépasse pas 15 courses avec ce tandem. 9 courses pour Rico, 6 courses pour Chuba, on dépasse à peine les 50 yards. Donc voilà, comme tu le mentionnais, on sait que quand on appuie Bryce avec de la course, ça va mieux. Sur ce match-là, il n'en a pas eu besoin plus que ça, donc entre guillemets, tant mieux pour nous. Et c'est bien aussi de temps en temps de ne pas être run game dependent, mais là en l'occurrence, 15 courses sur ce match-là, je trouve ça peut-être un peu léger. Et tu mentionnais également aussi le temps de possession qui avait été en notre défaveur. Et ben en fait la course, elle aide aussi quand même en général. Donc ouais, voilà, il y a clairement un levier. Et sur ce match, en tout cas, c'est beaucoup trop. À noter, comme je le mentionnais en début de podcast, on a 25 yards qui viennent s'ajouter au rushing yard par Jimmy Horn, Qui est la meilleure course du match, finalement. qui est la meilleure course du match, ouais. Et qui était très bien amené, qui nous a permis de bien avancer sur ce premier drive que je mentionnais tout à l'heure. Mais ouais, pour moi, c'est trop léger à la course, là. Qui est quelque chose Et à qui est revoir. un play, en plus, la course de Jimmy Horn. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je guettais ça depuis un petit moment. Parce que dans mon souvenir, la dernière fois qu'on a appelé ce play, c'était le premier match contre les Saints, et il y a un fumble sur cet échange. Et je veux pas dire de bêtises, mais je l'ai pas revu depuis. Donc je sais pas si c'est qu'ils avaient peur de le rappeler, ou si c'est qu'ils l'avaient trop appelé avant et que du coup ils étaient plus enfin ils voulaient plus le faire. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur tous les matchs qu'il y a eu entre temps. Et ça m'a fait plaisir de le revoir. Je guettais ça tranquillement, savoir quand est-ce que Canales allait le rappeler, quoi. Mais moi, j'ai une autre vision. Moi, je crois que Canales a compris qu'il n'allait pas réussir à avoir un jeu de course performant durant le match. Il a pas senti qu'on allait prendre le dessus à la course. Notamment, moi, l'intérieur de la ligne, je ne le trouvais pas bon. J'ai trouvé Damian Lewis en dessous. J'ai trouvé Austin Corbett en dessous. J'ai trouvé Ked Mays limité. Et le problème, c'est que quand ton centre et tes deux gardes sont pas au top, Ouais, c'est vrai. les pauvres running backs derrière, ils ont un petit peu du mal à passer. Et j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il a dit, OK, on va pas y arriver comme ça. Il va falloir donner le ballon à Bryce et c'est lui qui va nous sortir de là. Et, et c'est tout à l'honneur de Bryce, parce qu'évidemment, hein, si ça n'avait pas fonctionné et qu'on avait perdu, on aurait peut-être été plus critique, bien entendu. Mais là, un quarterback, il doit aussi s'adapter un peu au scénario du match, et le coach également. Et moi, j'ai souvent dit que je reprochais beaucoup le play calling au niveau du run game. Et ma vision, alors je vous le cache pas, j'ai pas eu le temps de revoir le match comme je fais d'habitude, mais on tourne un peu plus tôt cette semaine avec cause des fêtes. Mais j'ai comme l'impression, moi, que Canales il s'est adapté au niveau du run game dans sa globalité. Le meilleur bloqueur, c'est les tight ends, hein, dans ce run game-là. Oui. Et tu peux pas juste taper des courses extérieures tout le temps. Donc, je suis un peu mitigé. Certes, les running backs étaient peut-être pas à 100% au top niveau, mais moi, je trouve que c'est le running game dans sa globalité qui était pas bon, et Canales s'est adapté. Ouais, et si je peux ajouter une stat qui va dans ton sens, c'est qu'en fait, j'ai entendu ça, sur ce match, les Panthers ont passé 65% des first downs. En first and 10, sur 65% des plays, c'est un jeu de passe qui a été appelé, ce qui est complètement à l'inverse de tout ce qu'on a fait jusque-là dans la saison. Donc c'est vraiment un choix, une décision d'avoir pas abandonné le run game, mais vraiment d'avoir donné la priorité au jeu de passe dès le premier down, en fait. Alors, comme tu le dis, est-ce que c'est parce qu'il avait vu que ça marchait pas
et que du coup il s'est adapté tout de suite et il s'est dit tant qu'à faire, on va prendre 3 downs pour faire de la passe s'il faut. Mais voilà, vraiment dès les premières tentatives, on a eu ce choix de faire de la passe, et j'ai pas senti, si on fait le parallèle avec le match contre les Niners, on avait aussi ce déséquilibre course-passe au niveau du nombre de jeux appelés. J'ai pas senti les mêmes causes derrière ce Ouais. déséquilibre. Oui. D'ailleurs, quand tu regardes la défense de Tampa, en fait, tu te rends bien compte, enfin, tu peux comprendre cette décision parce que tu as Vita C'est VA, ça. parce que il y a beaucoup de monde dans la boîte, parce que Ouais. ils ont du mal avec. Et puis sur les corners, ils avaient quand même McCollum qui est Ouais. pas là. Et Et ils ont pas de pass voilà, rush. Et ils ont pas de pass rush. voilà, ils ont pas de pass rush, et ils ont des corners qui sont un peu en dessous de ce qui se fait en moyenne dans la ligue et ce qu'ils pourraient avoir. Donc c'est une décision qui peut se comprendre effectivement J'en là-dessus parle aussi. régulièrement avec Doug du front office qui est fan des Buccaneers, que j'embrasse et qui dit, bon, lui, il déteste Todd Bowles et il en peut plus, mais il dit on n'a pas de pass rush et ça nous coûte dans ce match. Et en fait, c'est pas directement que ça coûte. C'est qu'en fait, il a choisi son poison, Canales, à un moment donné. Et il s'est dit, c'est trop dur dans la boîte du côté de Tampa. Donc du coup, mes running backs vont avoir plus de mal, et surtout ma ligne offensive va avoir plus de mal face à tout ça. Donc je vais trouver des solutions, parce que quand tu regardes les statistiques, les deux équipes ont le même nombre de yards par course, 5,1. Sauf que les Bucks courent 33 fois et les Panthers courent 20 fois. Et en fait, c'est là aussi que le temps de possession, du coup, il est en, c'est Il est l'incidence du temps de possession. À un moment donné, nous, on a été efficace parce qu'on a pu se passer et que du coup, on a fait plus de terrain, tout simplement. Donc, on a eu moins le ballon. Mais j'aurais aimé se rapprocher un tout petit peu plus du nombre de passes parce qu'on fait 32 passes pour 20 courses. Bon, avec un 5,1 yards par course, c'est pas ridicule du tout. Donc au final, c'était pas mauvais Non. non plus. Mais c'est juste que ça a été pick and choose. Et je pense qu'ils ont lu la défense assez correctement. Et je trouve que et c'est là où je dis que tactiquement, il y a eu une adaptation, même real time, des défenses qui ont été appelées. Et je pense aussi que défensivement, il y a eu quelques petites erreurs côté Tampa. Je vous propose qu'on bascule sur les receveurs maintenant, parce que quand même, on a quand même des receveurs qui ont réussi à pas mal se mettre en avant sur ce match-là, notamment encore une fois un T-Mac qui va nous chercher 6 réceptions pour 73 yards et un joli Ouais. touchdown. Coker également que j'ai noté, 3 réceptions 47 yards. Par contre, moi j'ai quand même une déception sur Xavier Liggett sur ce match-là, je l'ai trouvé encore pas dans le match. Oh. Ouais, vas-y Ah non, Francis, non, si tu veux, je si tu veux enchaîner. rigolais, je Ouais. rigolais, juste. Ouais, mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu écho à ce qu'on dit depuis quelques semaines, hein. Ça y est, Jalen Coker, il a pris son rythme de croisière. Il lui a fallu un petit peu de temps pour revenir après sa blessure de début de saison, pour que la connexion avec Bryce Young se fasse bien. Mais là maintenant, pour moi, il n'y a plus de doute sur notre duo de receveurs 1 et 2 pour la suite. Et Leggett, s'il réussit à step up au niveau de ce qu'on pourrait attendre pour un joueur drafté en fin de premier tour, il a une place à prendre dans le slot. Sinon il faudra trouver un remplaçant, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas alors il est que de deuxième année, hein, donc on va pas non plus le jeter tout de suite, mais il n'y a pas j'allais dire, cet espoir où on voit pas bien cet axe de progression qui se dégage pour lui. En tout cas, voilà, il y a même de la régression, moi je trouve, sur certains points. Mais par exemple, sur sa compréhension de là où il est sur le terrain, par exemple, sur les catchs en bord de terrain, un truc comme ça, il y a pas, je trouve pas d'amélioration. Et c'est des choses qu'à minima on aimerait voir pour un joueur de deuxième année qui a été drafté si haut. Donc pour moi, il y a des vraies questions qui commencent à se poser sur sa capacité à évoluer à très haut niveau dans la ligue, sur un des postes de receveur 1 et 2. Et à terme, si ça ne s'améliore pas,
faudra voir ce qu'il en devient. Mais ouais, il y a des gros points d'interrogation, moi je vois Mais dans je le veux jeu même des pas Cats. parler d'un 2-3. C'est juste où on met ce garçon sur le terrain. Et il faut arrêter de le mettre en bord de terrain. Il y a un drive symptomatique. Il y a une passe où il fait une course vers l'extérieur, il se positionne par rapport au ballon et il a aucune idée de où il se situe sur le terrain et où sont ses pieds par rapport à la touche. Il fait le catch et il est dehors. Et là, on dit, oh putain, voilà, voilà, symptomatique de Liguette au bord du terrain, en wide. Et puis, 2 ballons plus tard, il est au milieu de terrain, on lui met dessus, et il arrive à la catcher. Et puis, je sais plus quand c'est au tout début, il nous fait un drop dégueulasse au milieu de terrain. C'est Xavier Liguette. Il est capable Hmm. du meilleur comme du pire. Il n'est pas à mettre à l'extérieur. Et il faut qu'on arrête, on le dit depuis le début de la saison, il faut arrêter de le mettre à l'extérieur. Cocker fait encore 60% de ses snaps dans le slot, j'en ai marre. Je veux le voir à l'extérieur. La différence de niveau à l'extérieur entre Xavier Liguette et Jalen Cocker, c'est abyssal. Et il est Hmm. temps maintenant qu'on le remarque. Je préfère, et on se répète, je veux voir Liggett en motion et dans le slot, point barre. Et puis Jalen Cocker sur l'extérieur. Et c'est même pas une question de receveur 2, receveur 3, c'est des receveurs qui doivent être dans les conditions pour performer. Il faut que Cocker se sépare quand il y a de la presse, puisque c'est là où il est fort. À chaque fois qu'il a réussi à se séparer, le défenseur était en presse et c'est par son jeu de jambes et sa séparation qu'il a réussi à faire le travail. Donc il faut le mettre dans ces conditions-là. Et je suis désolé, c'est pas dans le slot qu'il va y arriver. C'est pas ce genre, il n'y a pas beaucoup de presse dans le slot que je sache, ou alors je connais rien au foot. Et puis Xavier Liguette, c'est quand il est lancé. Donc faites-le rentrer vers le milieu du terrain. C'est tout. Et puis, bon, bah, Timac, lui, vous lui faites tout faire parce que de toute façon, il sait tout faire. C'est une star. Mais voilà, c'est juste mettre les joueurs au bon endroit. Ouais, c'est ça que j'entendais Oui, hein, oui, par non, bien sûr. receveur un et 2. C'était un sur chaque côté, quoi. Mais voilà, c'était pas, je précise juste. Hein, mais Et c'est fou. Enfin, on a l'impression de se répéter chaque semaine, mais on a des preuves et des preuves et des preuves et des preuves qui s'accumulent. Exactement. Mais moi, ça me va. Hein. Si à terme, on a Liguette receveur 3, enfin, en termes de hiérarchie, ouais, bah ouais, hein, moi, ça me va. ouais. Ben, c'est ça, faut juste qu'il corrige ses drops un peu dégueu Un par peu honteux, moment, ouais. un peu incompréhensible. Et après, ouais, s'il est au milieu du terrain, au moins voilà, il a pas à se prendre la tête avec les lignes. Et puis, bah, une fois qu'il a le ballon dans les mains, il est quand même puissant et il peut faire du dégât après le catch. Exactement, qu'on Donc, l'envoie lancer le train, là. c'est ça. Voilà. Petit mot quand même, je pense que tu allais enchaîner Thomas là-dessus et je te devance. Bah, là, on a notre meilleur match des Titans, je pense, Ouais, dans toute la globalité, que ce soit exactement. au bloc Au bloc. ou à la réception. Mm, mm, mm. Et on a vu notamment aussi du Mitchell Evans, du JT Sanders. Et Mitchell Evans, quand même, ça fait beaucoup de fois qu'on le cite hein, cette année. Hein. Ouais, c'est la Ouais. réflexion que je me faisais, ouais. Bonne pioche, je trouve très bonne Ouais, pioche. C'était c'était déjà un de mes petits chouchous au moment de la draft et je tout suis pareil, ouais. content de voir que il répond Il a bien bien éclos, présent ouais. et Ouais. pour la suite, c'est prometteur que ça fait plaisir. Ouais, non, très clairement, je l'avais identifié, hein, j'avais mis son nom dans la liste, hein, parce que voilà, je trouve que les No Tide End ont quand même fait un très bon match, ils ont été mis en avant, ils ont fait des choses, comme tu le mentionnais tout à l'heure, même au niveau de la protection pour la course, ça venait un peu quand même beaucoup des tight ends, donc clairement ils ont eu de la bonne Ouais. visibilité, une ouverture absolument parfaite de JT Sanders dans la head zone pour aller récupérer le ballon, enfin voilà, c'est une globalité sur ce match, une très bonne note pour eux sur ce Et match. ça générera certainement, sans trop anticiper, ça générera certainement une très bonne note de Dan Morgan, je Je pense, pense. oui, je pense. Quelque chose à ajouter sur cette attaque, messieurs? Je vous propose qu'on bascule sur la Let's go. défense. La défense, bon alors, Franz, je t'avoue que je vais te laisser peut-être un peu plus t'exprimer si tu le souhaites. Hein. Voilà, on a eu 2 sacs sur ce match, un pour Roseboom, un pour Derrick Brown, une interception du coup pour la Ransom.
Voilà, on connaissait les forces de l'équipe adverse, avec notamment un Mike Evans, avec un Ekbeka, voilà, il y avait vraiment des forces en face. Ton ressenti, toi, vis-à-vis de la défense sur ce match-là, Franck? C'est assez complet. C'est toujours solide contre la course. Ça l'est un peu moins contre la passe, mais en fait, ça a des up and down. Un peu plus fort contre la passe au niveau de la couverture. En fait, on a l'idée du premier drive là avec le touchdown de Mike Evans qu'on a tous vu, hein. On l'a tous vu. Alors pré-snap, Ouais. on savait très bien ce qui allait se passer. Mais il n'empêche qu'il, Il y a Kejiro Evero qui l'a pas vu, je ah, pense. si tu appelles pas un safety pour venir aider, je comprends pas. Enfin bon, bref, euh, tant pis, tu fais confiance à Mike Jax et Mike Jax nous a très bien rendu le truc parce qu'après Mike Evans, tu le vois Ouais, il plus, fait un bon Il a tu match, le fait vois ouais. un plus du match, super hein. match. Mm. Ouais, 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 c'est ça. clairement, ouais. Non, je trouve que Mike Jack fait un très bon match. Mais à chaque fois, en fait, il y a des. Ce qui m'a sauté aux yeux. Alors, il y a deux choses. Premièrement, Jesse Horn, je peux savoir pourquoi on le fait toujours s'aligner à 10 mètres de son receveur. Il y a zéro presse de Jesse Horn. Je sais pas pourquoi. Il aime pas presser. Ou alors, quand il presse, il fait un holding. Je pige pas. Et j'en ai marre il ne s'applique pas sur les plaquages. Alors c'est sûr qu'en couverture, il est super intelligent, super rapide, et il voit tout, et il fait peur à tout le monde, c'est très bien. Mais il y a des fondamentaux, moi, qui me manquent encore chez Jesse Horn, qui commencent légèrement à me tendre. Mais bon, en CB1, CB2, avec Mike Jack, c'est quand même très très solide. Et moi, il y a un autre truc qui me fait marrer, ou pas d'ailleurs, c'est que soit on est vraiment très bon contre la course et donc du coup on fait un focus contre la course et tu vois tout le bloc, donc ça veut dire le backfield défensif plus le milieu de terrain qui s'avance ensemble et qui vient bien gêner tout le monde. Soit alors ils se disent ça va être une passe et on recule tous et alors là on laisse une espèce de zone, un no man's land de 15 yards de milieu de terrain qu'il est hyper facile d'exploiter. Donc je souhaiterais, moi, qu'il y ait un peu de coaching sur les assignations des joueurs, sur qui doit être en cover et doit reculer et qui doit s'avancer, euh, surtout dans deuxième et troisième rideau défensif, pour qu'on arrête de laisser des trous béants comme ça que les bons quarterbacks peuvent exploiter, surtout si après surtout les coordinateurs offensifs peuvent exploiter en appelant les bons changements de jeu. Et il y en a un qui arrive à combler très bien ça. Et alors là, chapeau à lui, c'est Nick Scotton, qui a Mm. une capacité à sortir de la ligne, à dropper en zone et à venir faire le premier plaquage. Et il a été excellent à ce niveau-là dans ce match. Et Dieu merci, parce que sinon, ça aurait pu faire du dégât, que ce soit en yard after catch ou que ce soit un plaquage cassé d'un running back. Ouais. Je vais pas rajouter grand-chose parce que tu as cité les deux noms que j'avais prévu de citer, à savoir Mike Jackson et Nick Scurton à l'instant. Euh, pour moi, ça a été les deux meilleurs défenseurs avec Derrick Brown, bien sûr, qui est toujours là. Euh, sur ce match-là. Effectivement, Mike Jackson, alors moi je l'avais dit avant le match, hein, j'avais très très peur de Mike Evans parce qu'il a l'habitude de faire des stats de fou face à nous depuis maintenant 10 ans, donc on commence à connaître. Après, une fois que tu enlèves ce premier touchdown, ben on l'a plus vu comme tu l'as dit. Si je regarde les stats, il y a même dans l'ensemble, t'as aucun receveur qui a plus de 5 réceptions et t'en as aucun qui a plus de 40 yards. Donc c'est vraiment que on a bien réussi à les tenir. Baker Mayfield il termine à 145 yards à la passe, dont une passe de 40 yards sur Ebuka. Mais sinon on a plutôt bien tenu. Ce qui m'a fait très peur par contre, c'est qu'on la défense a passé beaucoup de temps sur le terrain, notamment en première mi-temps, et ça me rappelait le match des Saints, et je me suis dit putain si ça se joue à un match serré à la fin, la Ouais. défense va être carbo. Mais non, là on est obligé de, enfin je rementionne Lathan Ransom qui est venu sortir sa cape de super-héros cette semaine. Je crois que les scénaristes d'Hollywood, ils auraient voulu écrire le truc, ils n'auraient pas fait mieux, quoi. Parce que c'est quand même assez incroyable que ce soit lui qui scelle la victoire après la semaine dernière. Et donc oui, clairement, là-dessus, très, très,
plutôt très bien. Ce qui m'embêtait, c'est que ils ont quand même ils avaient une capacité, ces receveurs des Saints, à trouver. Mais genre, ils avaient 4 yards à faire, ils faisaient 4 yards et demi, quoi. C'était vraiment le truc 3e et 4, et hop, Godwin, il faisait 4 yards et demi, il avait le force Exactement, down de ouais. rien du tout. Et c'est un truc où Mm, moi, j'attends de voir ça aussi chez nos receveurs à terme. On le voit un peu plus ces dernières semaines, mais il y a eu des fois en début de saison où il manquait cette petite intelligence, tu vois, cette lucidité de dire il faut qu'on fasse 6 yards, et en fait, on était plaqué à 5 yards et ouais. demi. Et tu vois, voilà, c'est typiquement moi ce genre de truc que j'attends de voir en évolution en attaque, parce que les receveurs des Bucks savaient très très bien le faire. Et puis si j'enchaîne sur Scourton rapidement, oui, cette capacité, il y a cette action, effectivement, oui, où tu le vois drop back en zone, et puis tout de suite, il voit que ça part à la course, il réaccélère vers l'avant, il bat son vis-à-vis et il va faire le plaquage pour perte sur le running back. C'était incroyable. Et il a une progression depuis le cut de DJ Johnson, hein, plus ou moins. Avec l'expérience, il est en train de monter en puissance. Et si les sacs sont pas encore là, vraiment, même si je crois que c'est le deuxième saqueur derrière DB depuis le début de la saison pour nous, c'est très prometteur sur la Et suite. il a progressé, c'est sûr, grâce à l'expérience. Il a notamment renforcé même sa force. Tu vois, je trouve que contre la Mhm. course, il est excellent. Il a 21 ans, les amis. Il a 21 ans. Oui. Donc il est loin, loin, loin encore d'être à son plus haut niveau. Il va apprendre de la technique en pass rush. Et s'il arrive à assimiler le pass rush, alors il sera un excellent outside linebacker. Ouais. Mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est vraiment un outside linebacker. En fait, j'avais peur que ce soit un edge pur, plutôt de 4-3, et il arrive à être un outside linebacker de 3-4 également parce que il arrive à dropper en zone, il a cette intelligence et il arrive à tout de suite être explosif. Voilà, il lui manque vraiment que le pass rush. Le moment où il va y avoir les techniques de pass rush, s'il y en a, alors ça va devenir un monstre. Et puis s'il n'y en a pas, eh ben, ce sera toujours un excellent joueur extérieur à qui tu peux associer à un vétéran, par exemple, tu vois. Mais attention aux flaques débiles de l'intérieur de la ligne. Encore des mains dans le visage, des trucs à la con, des offside. Ouah, ça, il faut nettoyer. Faut nettoyer. Et juste une dernière mention parce que quelque chose qui va très bien avec ce que tu as dit, Guillaume, où ah bah, quand l'attaque en face elle a besoin de faire 4 yards, et ben, ils arrivent à faire 4,5. Oui, tu as raison. Mais après, ça évite le big play parce qu'il y a eu des pompiers de service. Et mention spéciale à Claudine Chirellus, qui était notre linebacker à Mm. côté de Christian Roseboom, qui est, les gars, ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, évidemment, c'est pas une star, hein. Là, on parle des bas-fonds de la NFL. Et ce gars-là, il a fait vraiment le taf. J'ai vu 53 partout. Ouais. Et lui et Trevon Moring, c'est des pompiers. C'est des pompiers. Et ils sont souvent d'ailleurs là de même côté. Et vraiment, bah, finalement, c'est 4,5, mais ça aurait peut-être pu être 6 ou 7 si ces deux Ouais. pompiers-là, ils n'avaient pas Ouais. été là pour éteindre le feu. Écoutez, messieurs, pas mieux que vous, hein. Je vais ajouter juste deux choses rapidement. Du coup, effectivement, ouais, Nick Scourton, deuxième meilleur sac avec 3,5 sacs derrière Derrick Brown avec 5 sacs. Et en parlant de Derrick Brown, voilà, c'est le mot de la fin assez drôle pour rebondir également sur le Bank of America Stadium, l'ambiance dont on parlait en début de match. Je viens tout juste de voir son commentaire en sortie de match, That shit was rocking. Eh oui. Mais voilà, ça se ressent sur le terrain, ça se ressent et c'est plaisant à voir. Si vous avez quelque chose à ajouter sur la défense avant qu'on bascule un peu sur le reste. Non, c'est tout. Bah, alors c'est pas de la défense, mais faut quand même parler de notre kicker, Oui. qui fait encore 3 sur 3, qui met le field goal de la gagne, et qui est clutch depuis le début de la saison. Moi, c'est pas la première fois, hein, que je le mentionne aussi parmi mes petits chouchous de l'équipe, mais voilà, il est encore là. Alors, il y a un ou deux kicks qui sont passés un peu ric-rac, un Le petit deuxième, ouais, petit je peu crois. trop à mon goût, mais ils sont tous passés. Il a pas tremblé, et voilà, c'est aussi une des satisfactions de cette cuvée de draft, Qui sera très bonne. que Mm, mm. ouais, qui fait vraiment plaisir et qui répond présent, malgré la jeunesse et les enjeux qui sont
ceux des matchs qu'on joue en ce moment. Et dernier mot, DJ Wonnum, on l'a pas vu du match et ça me pose un problème. Effectivement, ouais. À surveiller dans le prochain match. Justement, parlant de prochain match, alors préalable, du coup, pas de questions cette semaine. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié de poser la question pour savoir si on avait des questions, mais à coup pas, voilà. Ouais, puis en plus on enregistre assez tôt, du coup c'était un peu short. Je ne vous le cache pas, mais je m'en excuse. Prochain match, ce sera ce dimanche 19h contre les Seahawks de Sam Darnold. Voilà, on retrouve ce Sam Darnold. Est-ce qu'on va se faire allumer? On a retrouvé Baker Mayfield cette semaine, ça s'est plutôt bien passé pour nous. On espère une issue similaire, même si les Seahawks ne sont clairement pas les Buccaneers cette saison. Ouais, on a mentionné en début de podcast que cette NFC West était assez costaud, avec notamment ces Rams, ces 49ers, avec des fortunes assez diverses pour nous, une défaite contre les 49ers, une victoire contre les Rams, les Seahawks qui ont l'air un léger cran au-dessus, mais globalement une division assez équilibrée chez eux. Alors, très clairement, ce match me fait un peu peur, quoi. Ben moi, il me fait pas peur du tout. J'ai absolument pas peur de ce match. C'est pas du tout parce que c'est Sam Darnold en face. Hein, je vous vois avec vos mauvaises langues, mais c'est parce qu'en fait, il a pas vraiment d'enjeu en soi, à part prendre de l'expérience et d'affronter une top team. Donc ça, d'accord, on prend. Après, il a de l'enjeu si les Bucks perdent à Miami, parce que là, du coup, si tu gagnes, t'es qualifié direct. Ça peut arriver, mais je vous avoue que j'y crois moyen. Donc moi j'espère juste voir un bon match de football avec une équipe des Panthers qui est présente. Et si on peut taper une deuxième fois le top seed de NFC de la même division, eh ben écoute, tant mieux. On prendra. Mais comme ça, ce sera déjà ça de prix. Mais voilà, très honnêtement, je vais te laisser rebondir sur le match après France, mais pour moi, la saison, elle est déjà réussie. Effectivement, d'aller en play-off, ce serait le petit bonbon supplémentaire, comme tu as tendance à dire. Mais globalement, voilà, on voit une équipe qui progresse et c'est presque des play-offs avant l'heure qu'on est en train de jouer depuis 3 semaines. Donc voilà, de l'expérience, on l'accumule. Si effectivement on peut avoir un match en janvier en plus, eh ben ce sera tout aussi, ce sera du bonus Ce encore sera de plus. l'expérience. Mais oui, c'est un match qui s'annonce très difficile. Sinon, J'ai sur le l'impression papier, qu'on a un peu dit la même chose que la preview des Rams. Ouais. C'est tellement ça. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que les Hein Seahawks, ils doivent gagner. Parce que les 49ers ont bien gagné cette nuit. Et Ils ont le number one, comme tu l'as dit, la NFC West, c'est quelque chose quand même. Mais non, les Seahawks, c'est 15e défense contre la passe, 4e contre la course. Donc, on va avoir encore du mal à établir le jeu de course. Donc, il va falloir un Bryce compétent. La seule chose que j'attends de ce match, c'est d'éviter les blessures, évidemment. Ouais. c'est ce que j'allais dire, ouais. De ressortir sans blesser. C'est crucial pour pouvoir avoir une équipe à fond contre les Bucks. Mais on la sent venir la finale contre les Bucks Week 18 et si on nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé. Donc On n'y aurait pas cru. moi aujourd'hui, autant j'étais un peu déprimé après le match contre les Saints, autant là, pour moi c'est vraiment saison réussie quoi, de base. Vraiment là, la saison est réussie pour moi. Donc Pareil. c'est que du bonus. Si on va en playoff, je serais évidemment très heureux. Sinon, on se sera bien battu. Et les Seahawks, c'est très, très, très dur. C'est très, très dur de jouer les Seahawks. Il y a des playmakers partout. Donc, je veux juste qu'ils prennent de l'expérience sans se blesser. Voilà. Ouais, exactement. Et voilà, ça va être l'objectif. On espère quand même un beau match. C'est sûr que si on peut aller chercher un résultat, on sera très content, comme ce match contre les Rams. Après, voilà, les Seahawks ont l'air vraiment en forme. Si ça pouvait être un match où Sam Darnold décide de voir des fantômes sur le terrain, ça nous arrangerait. Mais bon, il est sur une super dynamique cette saison. Ils sont très costauds. Donc voilà, je pense qu'il faut y aller, prendre l'expérience et on verra où est-ce que ça nous mène. S'il faut jouer une finale semaine 18, eh ben on jouera cette finale à ce moment-là. Au rythme. Et puis, Bah, de toute façon, à partir du moment où Tampa gagne de son côté à Miami, il y aura une finale en semaine 18, exactement. quoi qu'il arrive, Ouais, quel que soit le résultat
des Panthers face aux Seahawks. Voilà, donc dans le cas d'une victoire de Tampa, la qualification en playoff se jouera forcément en semaine 18. Le seul cas où ça peut se jouer dès la semaine 17, c'est si jamais, ça implique une défaite de Tampa à Miami. Donc, Ils font quoi là, voilà, la semaine non. dernière, les Dolphins? Ils perdent, oh, putain, ok, 21-45, ok, bon. Non, mais les Dolphins, ils viennent de bencher Oui, Tua, c'est Queen ils Ewers, sont avec Queen Everts en QB, Joe Burrow, si tu regardes sa fiche de stats à Joe Burrow, mais il s'est promené sur ce match-là, donc 25-32, non, moi j'ai très peu, mais bon après, vu l'état des Bucks en ce moment, on ne sait pas, mais non, le match vraiment important, il est dans 2 semaines, et c'est pour ça que France faisait très bien de rappeler l'importance d'être le plus au complet possible. Et au 15 jours. rythme de victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite que l'on a, c'est pour nous. presque tout perdre en fait. Ouais, Donc, normalement c'est ça. Normalement c'est défaite dimanche et victoire dans 15 jours. Normalement, voilà, ouais. donc c'est peut-être mieux de choisir la Terminer la bonne. saison en temps de scie sur une scie positive. Voilà. Mais écoutez, messieurs, ça a été encore une fois un plaisir d'enregistrer ce podcast avec vous. Partagé. Mais partagé. Et puis, alors on vous dit, on ne sait pas exactement comment ça va se faire, parce que vous comprenez qu'avec les fêtes, c'est un peu compliqué, mais bon, peut-être pas la semaine prochaine, mais au moins la semaine d'après, on vous débriefera tout ça. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'écoute, et on vous dit à la prochaine. Ciao, Keep ciao. pounding. Ciao.